Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Toujours pas l'ombre d'un gouvernement 341 jours après les élections. Les Bruxellois attendent, ne voient rien venir. Et pourtant, toutes les forces vives de la région le disent d'une seule voix. Il faut un gouvernement. Alors pour sortir de l'impasse, Écolo s'était dit prêt il y a quelques semaines à s'asseoir à la table des négociations. Est-ce encore le cas? Dans quelles conditions? Ce sont des questions que l'on va poser au ministre Alain Marron ce soir. Bonsoir Alain Marron. Oui, bonsoir. Vous êtes donc le ministre bruxellois écolo de l'environnement en affaires courantes. Oui. Le gouvernement qui s'est réuni hier, qui a décidé de mettre sur pied un comité de prudence budgétaire. Est-ce qu'il y a péril en la demeure au niveau budget, Alain Marron? En tout cas, dans un monde idéal, il y aurait déjà un gouvernement installé depuis belle lurette, un gouvernement de plein exercice, je veux dire, avec une majorité. Et il y aurait eu un budget 25, avec, c'est vrai, des corrections et des économies budgétaires. Et on préparerait déjà le budget suivant. Alors ce qu'on a fait, et ce qu'on avait déjà décidé de faire en affaires courantes, mais même quand on était encore en plein exercice, c'est de limiter un certain nombre de dépenses et de faire déjà un certain nombre d'économies budgétaires. Il y a par exemple un moratoire sur le personnel de l'administration. C'est-à-dire que dans une administration régionale, depuis 1 an et demi maintenant, quand quelqu'un s'en va, il n'est pas remplacé, sauf pour conduire les bus ou les camions de la BP, par exemple, des fonctions vitales. Mais sinon, pour le reste, il n'est pas remplacé. Ce moratoire, évidemment, c'est une mesure d'économie budgétaire qui met comme une pression sur les administrations. On a aussi décidé de suspendre, entre guillemets, 15% des subventions facultatives à toute une série de secteurs. Ouais. Mais est-ce qu'on va vers une cure d'austérité supplémentaire aujourd'hui? Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en place ce comité pour voir s'il n'y a pas moyen de faire des choses en plus. Par exemple, sur les investissements. La région, elle investit des centaines de millions d'euros tous les ans dans des nouvelles infrastructures. On pense à celle de mobilité, par exemple, rénover des tunnels ou en construire de nouveaux. Donc il y a des projets qui vont être mis en mode pause alors? Oui, bien sûr, comme par exemple le projet du métro, sans aucun doute, va être mis en mode pause. Enfin, je pense qu'il sera mis en mode pause. Ben alors la région décide de ne pas investir, de ne pas dépenser cet argent sur ces investissements. Ce qui fait des économies budgétaires et qui permet, je dirais, d'avoir une forme de responsabilité budgétaire, ce qui est quand même la préoccupation du gouvernement en affaires courantes, même si nous n'avons pas les mêmes leviers et les mêmes armes disponibles qu'un gouvernement de plein exercice. Oui, alors il y a cette épée de Damoclès, c'est le risque de la dégradation de la note de la région bruxelloise, Standard & Poor's, avec des difficultés pour emprunter ou des taux plus élevés. Est-ce que ça, c'est vraiment un péril qui guette la région? Alors, il faut savoir que la note, par exemple, de la région wallonne a déjà été adaptée à la baisse, etc. etc. Oui, celle de la région bruxelloise aussi. Hein, oui, mais notre note est toujours, par exemple, supérieure à celle de la région wallonne. Donc les agents de notation considèrent que la dette bruxelloise est plus sûre, entre guillemets, que la dette wallonne encore au jour d'aujourd'hui. Mais peu importe, c'est vrai qu'on a intérêt à rassurer les agents de notation sur le fait que le budget bruxellois est sous contrôle et que la dette bruxelloise est sous contrôle. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir des effets bulles de neige où on devrait emprunter pour rembourser la dette. Personne ne veut de ça. On doit éviter ça et mettre en place les mesures pour y arriver. Donc ça veut dire une austérité encore plus grande dans les mois qui viennent. Ce n'est pas nécessairement une austérité, c'est un certain nombre de limitations de dépenses. Si on dit on met en pause le projet de métro à ce stade, quitte à lui rendre vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que sais-je, ce n'est pas une mesure d'austérité. Ce sont des choix de non-investissement sur un certain nombre de choses. Après, on pourrait aller plus loin en termes de choix budgétaires. Et là, on relève alors des décisions politiques en priorisant. Mais on peut aussi améliorer sans doute, alors là, je dirais à plus moyen terme, l'appareil d'État de cette région. C'est vrai qu'on a beaucoup d'administrations. Donc ça veut dire qu'il faudra fusionner certaines, en supprimer d'autres. Est-ce que pour le personnel régional, est-ce que pour le personnel régional, vous dites aujourd'hui pour les fonctionnaires, vous dites ben voilà, pour l'instant on ne remplace pas, mais ce sera peut-être plus dur dans les mois qui viennent. Je pense que ce qui est important pour les fonctionnaires, pour les administrations, pour les Bruxellois et les Bruxelloises, pour les entreprises, etc., c'est d'avoir de la prévisibilité, un accord de gouvernement qui disent voilà en gros la direction qu'on prend et voilà la priorité politique qu'on donne et voilà ce qui va se passer. Et c'est ça dont on a besoin maintenant. Il y a moyen de faire des choses en mieux. 19 communes, 19 CPS, 6 zones de police, 3 commissions communautaires, etc., etc. On doit simplifier l'appareil administratif et politico-administratif bruxellois, c'est indispensable. Maintenant, il faut vraiment avancer dans cette direction. Alors, on a demandé à des internautes de vous poser des questions. Voici la première question. Elle est posée par Myriam Serret. Vous allez la découvrir
découvrir tout de suite. La voilà, donc former un gouvernement. Il serait grand temps pour les Bruxellois. On en a assez, on devient la risée de tous. Alors, Marie Lecoq, la coprésidente, avait dit il y a quelques semaines, on veut bien s'asseoir à la table de négociation. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, Alain Marron? Ah oui, mais je ne vais certainement pas dédire ma présidente de parti. Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, ça n'a que trop duré. Ce cirque post-électoral n'a que trop duré. Le MR avait dit on va tout résoudre en 100 jours. Il a gagné les élections comme ça. Mais je constate qu'il n'arrive pas à le faire, en fait, ni même à former un gouvernement. Le PS se maintient bien dans ces élections et le second vainqueur ne semble pas non plus vouloir avancer. Maintenant, ça n'a que trop duré. Il faut des résultats. Ce que nous disons, c'est qu'on est prêt maintenant à participer à la solution, ou à une solution, mais il nous faut quand même un gouvernement alors qui ait une majorité. C'est-à-dire qu'il soit constitué de partis qui disposent d'une majorité au Parlement. Oui. Et donc, on ne va pas se lancer dans des aventures, faire des gouvernements de pacotille ou qui n'en sont pas, et qui n'ont pas en leur sein des partis qui ne disposent pas d'une majorité au Parlement. Ce que je veux dire, c'est que les partis autour de la table du gouvernement, ils doivent représenter au moins une majorité sur les 89 au Parlement bruxellois. Et ce n'est pas juste une idée comme ça, c'est impératif en démocratie. Comment est-ce qu'on va justifier démocratiquement que les partis au sein du gouvernement, ceux qui dirigent la région, n'ont pas une majorité au Parlement? Ça, je pense que c'est insensé. J'ai entendu M. Lawège vouloir aller dans cette direction, et avant lui, M. Boucher vouloir aller dans... Il faut le gouvernement minoritaire, c'est non, on a bien compris. Il faut du sérieux. Ouais. Alors, je vais vous proposer un commentaire de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Evelyne Uyttebroeck. Elle a été ministre pendant très longtemps ici en région bruxelloise. Voilà ce qu'elle a posté il y a quelques jours sur Facebook. Vous allez découvrir ce message tout de suite. Finalement, pourquoi pas une forestoise, donc une majorité avec le PTB qui fonctionne, malgré les oiseaux de mauvais augure, plutôt qu'une anti-Arizona. Ce que nous savons dans les associations milieux économiques, socioculturels, c'est qu'il y a urgence et que la maison brûle, que les vampires du Nord et du Sud piaffent, que c'en est assez des luttes d'ego ou des positionnements perso. Vous sortez des abris ou quoi? Alors, un appel à une majorité de gauche, PTB, PS, PTB, écolo. Vous dites banco, Alain Marron? Alors, Evelyne, que je connais fort bien, évidemment, s'exprime aussi en Assemblée régionale écolo. Elle s'exprime depuis longtemps en disant maintenant, il faut bouger, il faut qu'on aide à construire une majorité, qu'elle soit avec un bord ou avec l'autre. Ouais, ici, c'est un appel à une majorité de gauche. Il y a eu aussi pas mal d'associations qui l'ont... Parce qu'elle est forestoise. Ouais. Donc, moi, je dis simplement que nous sommes prêts à œuvrer à une solution, mais dans le cadre d'un gouvernement majoritaire. Ceux qui sont dans le gouvernement ont une majorité au Parlement sur les 89. Ça, c'est une balise claire pour nous. J'ai lu ce matin que le PTB ne souhaitait pas, et en fait, sérieusement, à ce stade, personne ne pense que le PTB, et le président régional du PTB s'est exprimé encore en ce sens hier sur Bruges, ne pense que le PTB va s'engager dans des gouvernements qui vont devoir faire des économies budgétaires substantielles. Nous savons que nous allons devoir faire, dans les prochaines années, tous les ans, plusieurs centaines de millions d'euros d'économies. Et donc faire des choix drastiques, des vrais choix. On va essayer de les faire, pas de manière aussi brutale que le fait l'Arizona. Essayer de le faire de manière socialement juste, en préservant un certain nombre d'investissements. Mais néanmoins, il faudra faire ces économies. Et le PTB est clair sur le fait qu'il ne veut pas aller dans un gouvernement qui fait des centaines de millions d'économies budgétaires. Bon là, vous parlez pour le PTB, mais je ne parle pas pour lui, c'est ce qu'il dit dans la presse. Si tant est que ce soit possible, est-ce qu'Écolo est prêt d'y aller avec le PTB aujourd'hui? Je dis que nous sommes prêts à participer à une solution. Des débats collectifs que nous avons eus, ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut que ce gouvernement dispose d'une majorité au Parlement. La PS Écolo PTB, c'est 38 sièges sur 72. Donc vous l'avez, cette majorité côté francophone. Comme il existe d'autres alternatives, et je n'entends pas que le PTB entende, et je n'entends personne, même pas M. Lawège, proposer qu'on désigne des ministres PTB. Et je n'entends pas que le PTB dise « nous voulons des ministres au sein de la salle du gouvernement ». Maintenant, il y a différentes possibilités. Celle-là, comme d'autres. Il y a des possibilités avec le MR, il y a des possibilités avec le PS et avec le MR. C'est quand même les deux partis qui ont gagné les élections. Il y a des possibilités avec les engagés, avec Défi.
Je constate aussi que M. De Beukelard et Mme Van den Brandt avaient mis sur la table une nouvelle fois un certain nombre de possibilités. Nous disons, nous sommes prêts à discuter parce que la région doit avoir un gouvernement. Oui. Mais la balise, elle est claire. Il faut qu'au sein de ce gouvernement, il y ait une majorité au Parlement. Oui. Et donc une majorité PS écolo avec un PTB qui soutiendrait de l'extérieur, vous dites non? Ça ne me semble pas raisonnable ni praticable. Non. Ouais. Alors, on va entendre tout de suite, si vous le voulez bien, François De Smet, député fédéral défi, sur cette future coalition de gauche ou pas. Écoutez-le, il était l'invité de Bonjour Bruxelles cette semaine. Une majorité incluant le PTB, ce serait un désastre. Ce serait une majorité Belgique insoumise. Donc j'espère que ça ne se produira pas. C'est possible mathématiquement, c'est plus douteux politiquement. Je crois qu'en fait, M. Laouège, en bon stratège, fait pression et prépare déjà un autre type de majorité. Laquelle? Vers quoi on va à Bruxelles? Il y a des rumeurs qui courent comme quoi M. Laouège aurait pour vraie intention d'essayer de retourner les engagés écolos et éventuellement nous-mêmes. Je crois que ce serait laborieux. La vérité démocratique, c'est que même s'ils ont été nuls depuis les élections, le MR est arrivé premier, le PS deuxième. Ces deux partis devraient s'entendre. S'ils n'y arrivent pas, c'est légitime de trouver des solutions à gauche et à droite. Pour nous, c'est simple, c'est pas le PTB, pas la NVA, pas Fouad Haïdar. On est ouvert à tout, mais il faut qu'on parle maintenant de contenu. Alors, vous partagez cet avis de François De Smet, qu'on irait finalement vers une majorité PS, écolo, engagée, défi. Ça peut être sur la table, ça, pour vous, Alain Marron? Ce qui peut être sur la table, je l'ai dit, et je vais encore le redire, ce sont des gouvernements qui disposent, en leur sein de partis, qui ont une majorité sur les 89 au Parlement. Si on met ces 4 partis, on est à 36 sièges sur 72. Ça représente une majorité, oui, il y a eu des transferts, mais donc ça représente une majorité, tout juste, mais une majorité. En tout état de cause. Le plus raisonnable, et il a raison là-dessus, c'est que le PS et le MR s'entendent, c'est eux qui ont gagné les élections. C'est pas mon choix, et je le regrette. Mais en attendant, c'est le résultat des élections. Ils ne s'entendent pas. Ils désirent ne pas s'entendre, ou font plus ou moins semblant de ne pas s'entendre, j'en sais rien, parce qu'ils s'entendent à la ville de Bruxelles, hein. Ils s'entendent à Schaerbeek, ils s'entendent à Anderlecht, à Ixelles. Si on prend les plus grosses communes bruxelloises, dans pratiquement toutes, le PS et le MR, depuis les toutes dernières élections, gouvernent ensemble, et se sont entendus. Donc on verra s'ils s'entendent vraiment pas, ou ils pourraient s'entendre. Le plus raisonnable, ce serait qu'ils s'entendent. Mais quoi qu'il en soit, qu'ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas, maintenant, il faut avancer vers des gouvernements stables. Et donc on a bien compris que ce soit avec le PS ou avec le MR ou avec le PTB, pour autant qu'il y ait une majorité, vous êtes prêts à négocier, quoi, si je résume. Oui, mais pas à n'importe quel prix, ni pour n'importe quoi. Il est évident que nous allons défendre un certain nombre de choses. Et ce que nous défendrons, c'est d'abord un cadre de transition juste et d'amélioration de la qualité de vie des habitantes de Bruxelles. Effectivement, même s'il faut faire des économies budgétaires, il faut les faire de manière juste. On fait reposer ça sur les épaules les plus larges. On travaille aussi sur un certain nombre de recettes et on réforme la gouvernance de la région. Et on n'oublie pas les enjeux climatiques, environnementaux et de mobilité. Donc ça, ce seront nos balises sur le fond. Oui, alors question que certains se posent, le MR est arrivé en tête le soir des élections. Certains diront, si jamais il n'est pas dans une majorité, et on n'en est pas là aujourd'hui, mais certains diront c'est un déni de démocratie que le vainqueur ne soit pas dans une coalition, dans un gouvernement. Vous répondez quoi ? Mais que le MR fasse une majorité. Effectivement, il est arrivé premier. C'est sa responsabilité première. C'est un échec cuisant qu'il n'y arrive pas. Hein. Mais c'est son échec d'abord. Ce n'est pas celui des autres, certainement pas celui d'une autre. Si demain se constitue une majorité avec le MR, le PS et les engagés, ce qui a été proposé par Mme Van den Brandt et M. De Beukelard, très bien qu'ils y aillent. Hein. Pas de souci avec ça. David Vraiment pas de souci. Mais je veux dire, pour le moment, je constate que le MR, et dans une certaine mesure le PS, privilégient les intérêts de leur propre parti, de leur guerre culturelle respective ou de leur guerre culturelle et leur guerre d'ego respective, plutôt que de manière constructive faire un gouvernement. C'est d'abord l'échec du MR, hein, s'il n'y a pas de gouvernement. Alors David Leister promet une déclaration de politique au Parlement dans quelques semaines. Vous en attendez quoi, Alain Marron ? Une déclaration qu'il a négociée tout seul. Qui fait ça ? À quoi est-ce que ça sert ? Franchement, il faut une majorité. Parce que l'intérêt, ce n'est pas d'écrire un texte. L'intérêt, c'est de négocier un texte qui emporte une majorité au Parlement. Et c'est ça qu'on attend du MR. Pas qu'il fasse ses trucs dans son coin. Oui. Et donc cette déclaration, quoi qu'il en soit, vous ne la voterez pas, quoi, je dirais, si à un moment donné elle est présentée au vote. Je ne pense pas qu'on souscrira sur le fond à ce qu'il y a dedans, et nous n'avons pas été impliqués dans ce processus. Donc aucun contact pour l'instant dans le cadre de la mise en place de cette déclaration ? Non. Ouais. Non.
Ça peut vous surprendre, mais c'est comme ça, ils travaillent dans leur coin, je ne sais pas ce qu'ils font en fait. Très bien. Alors on va passer tout de suite à une autre question. Vous êtes ministre en affaires courantes depuis pas mal de temps, ça suscite des commentaires. Regardez celui-ci de Charles de Greef. En tant que ministre en affaires courantes et homme politique de gauche, trouvez-vous normal de conserver votre revenu? Votre réponse, ça reste un boulot à temps plein, ministre en affaires courantes? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui n'est vraiment pas normal du tout, c'est que je sois encore là, en fait. Je veux dire, en affaires courantes, quoi. Il devrait y avoir un gouvernement plein exercice. Le gouvernement en affaires courantes, mes petits camarades et collègues, nous ne souhaitons pas être là. Hein. Je veux dire, on ne fait rien pour rester là. On voudrait partir, vraiment. On voudrait qu'il y ait un autre gouvernement de plein exercice. Et c'est ça qui est scandaleux, en fait. Pour le reste, on a quand même encore du travail et des responsabilités. C'est un boulot à temps plein, ça reste un boulot à temps plein. Ça reste un boulot à temps plein parce que c'était plus que du temps plein pendant 5 ans. C'était largement plus que du temps plein pendant 5 ans, donc ça reste un boulot à temps plein aujourd'hui. On continue à être responsable, à répondre au Parlement, à aller dans les administrations, à rencontrer les représentants du terrain, à faire des visites du terrain, à répondre aux journalistes et à assumer la responsabilité d'un certain nombre de politiques. Voilà. Mais il faut que ça cesse. Je rejoins là-dessus, monsieur. Cette situation n'est pas normale. Il faut un gouvernement de plein exercice. Alors, il y a un débat pour l'instant au Parlement sur la diminution du salaire des députés et aussi plus généralement pour réduire le train de vie du Parlement. Vous y êtes favorable? Parce que là, le débat a été reporté. Vous y êtes favorable à cette diminution Sur la diminution du salaire des députés, très clairement, oui. Il faut savoir d'ailleurs que les députés écolos rétrocèdent au parti une bonne partie de leur salaire. Donc, de fait, les députés écolos en net, comme les ministres d'ailleurs, gagnent moins que ceux des autres partis. Voilà. Donc oui, on est favorable à la diminution des salaires des députés. Il n'y a aucun problème là-dessus. La question se pose sur le staff du Parlement, pas seulement le greffe. Les travailleurs et les travailleuses du Parlement, qui ne sont pas des politiques, hein. Je veux dire, voilà, ce sont des fonctionnaires qui travaillent pour le Parlement. Est-ce que oui ou non, on va diminuer leur salaire? Et là, vous y êtes favorable par rapport à ça? On n'est pas fermé à ces discussions. On dit juste qu'il doit y avoir un minimum de concertation sociale sur la manière dont c'est mis en œuvre, ce qui nous semble normal. Donc c'est un débat qui va revenir dans les prochaines semaines, on imagine. Alors une autre question, sur les politiques que vous continuez à mener ou pas, cette question, elle est signée Catherine de Wild. Alors pourquoi le Good Move continue alors que les écolos ont perdu les élections et que la majorité de la population est contre? Ça continue, Good Move, la mise en place de Good Move, Alain Marant? Si la majorité de la population est contre, il faut rappeler ce que c'est Good Move. Parce que les gens sont focalisés sur parfois des changements dans les sens de circulation dans certains quartiers, etc. Mais Good Move, c'est d'abord un grand plan de renforcement et d'attractivité des transports publics. C'est 15% d'augmentation ces 5 dernières années de l'offre de la STIB et ça doit continuer. C'est de plus en plus de transports en commun, de plus en plus de solutions pour les piétons, pour les cyclistes, mais aussi pour les voitures partagées, etc. etc. Essayer de faire en sorte qu'on limite les embouteillages en faisant en sorte que les gens utilisent moins leur voiture. Ce qui est contesté, et ce que je comprends parfois, parce que parfois ça a été mis en place de manière un petit peu maladroite, c'est vraiment des plans de circulation très, très, très locaux. Mais donc ça, il faut interroger les communes. Dans la plupart des communes, effectivement, dans moins de communes, Écolo et Groen sont encore là. Mais je constate qu'effectivement, un certain nombre de collèges, avec le MR et le PS qui savent s'entendre, conservent en fait l'essentiel des plans de mobilité qui avaient été mis en place. Oui, mais juste par rapport à ça, quand vous disiez on va réduire le train de vie, il y a certains projets qui vont être mis en pause, des projets de réaménagement ou de renforcement, par exemple, du service de la STIB, ça pourrait aussi être mis en pause dans les mois qui viennent. J'ai parlé du métro. Ce qui est juste, c'est que le métro, c'est un renforcement prévu dans 10 ans. Donc ce n'est pas grave, je veux dire. En attendant, on peut quand même encore renforcer les bus et les trams. Ça coûte infiniment moins cher de faire des lignes de tram. On l'a vu avec la nouvelle ligne vers l'hôpital militaire, le tram 10 actuel. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher et ça renforce l'offre. Donc oui, après, est-ce qu'on va garder le même rythme de rénovation des tunnels, etc. Faire des pistes cyclables, c'est très bon marché. Et réaménager de simples espaces dans les quartiers, en fait, c'est aussi relativement bon marché. Ceci dit, il faut bien à chaque fois se poser la question de savoir si c'est utile, s'il y a un consensus suffisant dans les quartiers pour avancer, si on a mis en place de la communication, mais aussi de la participation suffisante pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de contestation de ces projets et qu'ils soient soutenus aussi. Mais vous savez qu'ils le sont. Moi, près de l'école de ma fille, la commune décide de remettre en place une bande de circulation qui avait été fermée. Ouais, donc c'est la rue bien Lily, maintenant, c'est ça, pour être très précis. On entend monter, sans
mon implication. Je veux dire, ça se fait. Les gens disent, pourquoi est-ce qu'on va remettre des voitures là-bas? C'était quand même finalement bien qu'on ait supprimé les voitures à cet endroit. Ça va poser des problèmes de pollution et de sécurité automobile. Il y a des pétitions, etc., qui se mettent en place de la part de citoyens parce qu'ils veulent conserver le fait qu'on ait bloqué les voitures à cet endroit pour la sécurité routière et pour la qualité de vie. Donc, ce qui est important, c'est de concerter. Mais quand on dit tout le monde est contre Good Move, je constate qu'à certains endroits, quand il s'agit de revenir en arrière, il y a des nouvelles contestations qui disent ben non, en fait, à l'usage, c'était quand même mieux. Alors, une question sur le métro 3, on en a déjà parlé, mais vous êtes interpellé par Soussi Yassine. On va voir tout de suite sa question. C'est vous qui avez bloqué la procédure de classement du Palais du Midi et maintenant vous demandez l'arrêt des travaux. Fallait y penser avant que tous les commerces ont souffert, certains ont même dû fermer. Alors est-ce qu'on n'est pas allé trop loin déjà durant cette législature dans le projet de métro 3, Alain Marron? Pour être tout à fait franc, c'est vraiment un des dossiers les plus cruels de la législature qui s'est écoulée. Nous, quand on a commencé, en 2019, on nous a dit, de toute façon, les permis sont délivrés et les marchés sont attribués. Tout est bloqué, maintenant, c'est en route en fait. Le train est en route, le métro est en route, vous ne pouvez plus rien bloquer. On a dit, bon, ok, on va mettre ça en œuvre. Ouais. Et puis, attendez, quelques années plus tard, on nous a dit, ce qu'on ne nous avait jamais dit avant, on ne nous avait même jamais dit qu'il y avait le moindre risque que ça arrive, on nous a dit, il va falloir détruire le Palais du Midi. Parce qu'en fait, techniquement, on n'y avait pas pensé, personne n'y avait pensé, ou en tout cas, on avait nos assurances ou nos pseudo-assurances à ce niveau. Mais vous n'avez pas pensé à ce moment-là à avoir une action, finalement, à avoir une action qui disait, ben non, nous, on ne cautionne pas ça, on quitte le gouvernement ou autre, en tout cas. Pour être tout à fait franc, oui, on y a pensé. Parce que c'était extrêmement choquant, en fait, de devoir avaler ou endosser la destruction du Palais du Midi alors qu'il n'en avait jamais été question avant. On s'est senti, c'est vrai, piégé sur ce dossier, piégé par la STIB et piégé par les porteurs de ce projet. C'est vrai. Donc on y a pensé pour la stabilité, je dirais, des choses, la stabilité de la région et parce qu'il y avait d'autres projets qui étaient en route, etc. On a néanmoins accepté de continuer. Ceci dit, le Palais du Midi n'est pas détruit à ce stade et à ce jour. On ne sait pas comment on va financer le métro. Le ministre Quintin fédéral dit lui-même est maire. Donc ça veut dire que même pour la première liaison donc, entre jusqu'Albert, vous dites aujourd'hui, il faut un stop. Donc même sur ce premier tronçon, il faudrait encore 700 millions d'euros d'investissement supplémentaires, financés exclusivement par la région. Le tout en quelques années. Monsieur Pézès, je constate que nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas. Et personne ne sait dire où on irait les chercher. Nous ne les avons pas. Et nous avons encore moins de solutions pour le reste du tronçon. Or, la STIB a toujours dit que ça n'avait pas de sens de s'arrêter à la gare du Nord, qu'obligatoirement il fallait aller jusqu'au bout pour des raisons opérationnelles, parce qu'au bout, il y aura un dépôt, et qu'il y avait besoin de ce dépôt pour faire fonctionner la ligne. Voilà, alors j'ai encore une question, il nous reste 2 minutes pour terminer l'émission. C'est dans l'actualité, c'est la question du Home de la Tour. La commune de Scarbeck et le CPAS ont décidé de le fermer à cause des normes à appliquer qui seraient trop strictes et qui nécessiteraient trop d'investissements. Est-ce que ces normes sont trop strictes, Alain Marron? Non, certainement pas. Et Risquer, l'administration s'est exprimée sur ce dossier suite à ces déclarations. Des modes de financement et des solutions sont prévus. Donc ce n'est pas la raison. La raison de la fermeture et la raison de la décision de la commune de Scarbeck, c'est une raison budgétaire sur le fonctionnement. C'est-à-dire que la commune de Scarbeck rajoute de l'argent au subventionnement régional pour faire fonctionner la maison de repos. Elle rajoute plusieurs millions par an. Elle doit faire des économies et elle a décidé de faire des économies sur le home. En fermant le home, non seulement donc il faut vous renvoyez totalement la responsabilité à la commune de Scarbeck et pas du tout aux normes de la région. C'est clairement une décision budgétaire qui a été prise par la commune de Scarbeck pour faire des économies sur les budgets de fonctionnement. Ouais, et donc il y a beaucoup de maisons de repos qui ont fermé ces derniers temps. Est-ce que ça risque de poser problème à un moment donné? En tout cas, je regrette cette fermeture. J'ai demandé à Risquer de provoquer une réunion avec la commune de Scarbeck. Je veux en tout cas que toutes les personnes qui résident dans la maison de repos soient prises en charge le plus correctement possible. Et puis, je veux aussi avoir une discussion un petit peu plus globale sur l'évolution du secteur. On essaie de faire en sorte que les gens n'aillent pas en maison de repos s'ils veulent rester à la maison. L'idéal, s'ils veulent rester à la maison, c'est
et qu'ils aient les services pour rester à la maison, mais on a aussi besoin de secteurs publics de maisons de repos qui fonctionnent. Merci Alain Marron d'avoir assisté à ce plateau. C'est la fin de Plus d'Actu. Je vous retrouve lundi avec beaucoup de plaisir. Très bon week-end à tous.